Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente donc Anne-Marie Savard, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Euh, Bienvenue à cette conférence portant sur l'aide médicale à mourir au Québec, intitulée Un laboratoire unique, données émergentes du CIRAM et mise en perspective internationale. Conférence qui va être donnée par la professeure Marie-Ève Boutillier, qui est une personne que je connais très bien depuis très longtemps. Donc, je me permettrai le tutoiement, Marie-Ève, si tu le permets. Merci beaucoup d'être là. Juste avant de te présenter, je voudrais juste préciser à tous et à toutes le fonctionnement. On aura la conférence de Marie-Ève pendant environ 45 à 50 minutes, suivie d'une période de questions, d'une période d'échange. Donc, je vous invite peut-être au fur et à mesure que vous l'écoutez, si vous avez donc des questions, les prendre en note ou tout à coup les écrire dans le chat, dans le fil de discussion. Il n'y a absolument aucun problème. On procédera ensuite par la lecture justement des questions dans le fil, ou si vous voulez le faire même en levant la main virtuellement, ça peut tout à fait se faire voilà, de cette façon-là. Donc, merci de le faire. Merci aussi de couper vos micros pour éviter tout bruit pendant la conférence. Voilà, pour ces petites mises en garde matérielles. Donc, encore une fois, merci Marie-Ève. Je voudrais préciser donc un petit peu ton parcours pour bien mettre en contexte. Donc, Marie-Ève est professeure agrégée au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et elle est chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM. Formée d'abord en psychologie, elle détient un doctorat en sciences humaines appliquées, option bioéthique de l'Université de Montréal. Pendant 20 ans, elle a pratiqué, donc pendant un bon bout de temps, en éthique clinique et organisationnelle au CIS de Laval, au sein duquel elle a fondé le Centre d'éthique. Ses intérêts de recherche portent sur les questions éthiques que posent les soins palliatifs et de fin de vie, qui incluent bien sûr l'aide médicale à mourir. Elle co-dirige le consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir, le CIRAM, une équipe de recherche qui vise à mieux comprendre le recours à l'AMM en contexte québécois. Vous vous rappellerez certainement, pour la plupart d'entre vous, que la ministre avait souhaité un peu comprendre justement le taux assez élevé de la pratique de l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, on aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et peut-être quelques Q, si vous me passez l'expression, euh, aujourd'hui, peut-être des résultats un peu préliminaires justement de cette recherche, on espère. Donc, ce projet, je le précise, est financé par le Fonds de recherche du Québec. Donc, Marie-Ève, merci encore une fois d'être là et on te passe la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, merci à toutes les personnes là, qui prennent le temps aujourd'hui d'être là pour entendre cette belle recherche sur l'aide médicale à mourir. On va pas juste parler de cette recherche-là, évidemment. Je vais essayer de donner quelques chiffres qui nous intéressent là autour de l'aide médicale à mourir. Alors, je démarre en disant que je n'ai pas de conflit d'intérêt là, particulier. Il n'y a pas de médicaments que je prescris ou quoi que ce soit là. Donc, c'est vraiment, à part, peut-être je peux déclarer mon intérêt et ma passion pour la recherche et l'éthique qui touche les soins de fin de vie. Donc, aujourd'hui, ce que j'aspire à faire avec vous, c'est de vous présenter un petit peu l'aide médicale à mourir dans le monde, mais évidemment en mettant le focus sur le Canada et le Québec en particulier, de parler donc des types de pratiques qui sont permises selon les lois, de vous donner des chiffres, parce que je pense que c'est important de mettre tout ça en perspective avec des chiffres qui nous viennent surtout là de Santé Canada et de la Commission sur les soins de fin de vie. Je vais vous présenter ensuite le CIRAM, donc les objectifs de ce consortium de recherche qui découle, comme l'a dit Anne-Marie, de l'appel à projet qui avait été demandé par la ministre Bélanger pour comprendre pourquoi le Québec a le taux le plus élevé au monde. Quelques résultats préliminaires qui seront bien sûr à prendre avec bien, bien, bien des pincettes parce que vous allez voir que c'est un vaste projet, pour pas dire une vaste programmation de recherche. Puis ce que je vous présente pour l'instant, c'est encore une petite goutte dans l'océan. Et j'aimerais parler aussi aujourd'hui des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, qui est un autre sujet là auquel je m'intéresse beaucoup. Et je vais aussi pouvoir vous parler de là aussi quelques résultats préliminaires d'une recherche qui est en cours. Puis après, ma partie préférée, les questions, les échanges avec vous. Alors, ça va être certainement très intéressant et enrichissant là, de vous entendre. Alors,
Démarrons avec les définitions, hein, parce qu'on parle d'aide médicale à mourir. Il y a d'autres termes qui existent pour parler de tout ça. Donc, au Québec, hein, l'aide médicale à mourir, c'est dans la loi concernant les soins de fin de vie. C'est un soin consistant à l'administration de médicaments ou de substances par un professionnel compétent. Je prends le temps de dire professionnel compétent qui inclut médecins et infirmières, praticiennes spécialisées, les IPS. Avant, c'était médecin-médecin, mais depuis le changement de loi, on a vu l'apparition de ce terme-là, professionnel compétent. Donc, à une personne, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Alors, dans d'autres juridictions, on appelle ça l'euthanasie, qui n'a pas été un terme choisi pour le Québec. Donc, à l'international, l'aide médicale à mourir au Québec, ça réfère à l'euthanasie. Maintenant, l'aide médicale à mourir au Canada, processus qui permet à une personne jugée admissible de recevoir de l'aide d'un médecin ou d'un infirmier praticien pour mettre fin à ses jours. Donc, il y a deux catégories. Donc, l'aide médicale à mourir au Canada, on parle d'administrer directement une substance qui cause le décès, par exemple l'injection d'un médicament, ou fournit ou prescrit un médicament que la personne admissible prend elle-même afin de provoquer son propre décès. Donc, on parle là d'une auto-administration qui fait référence dans les autres juridictions au suicide assisté ou assistance au suicide. C'est des choses qu'on a déjà entendues, là, des mots, donc qui sont davantage utilisés à l'international pour parler alors qu'au Canada, on parle d'aide médicale à mourir pour ces deux cas de figure. Alors, j'espère qu'on va s'entendre sur le vocabulaire. Alors, vous allez beaucoup m'entendre parler d'AMM, hein, pour faire vite. Donc, aide médicale à mourir. Et évidemment, la plupart des chiffres que je vais vous présenter touchent essentiellement l'aide médicale à mourir comme on la conçoit au Québec, donc davantage l'euthanasie, parce qu'au Canada, c'est encore, même si c'est légal, c'est une pratique qui est plutôt marginale, l'auto-administration. Donc, ça concerne qui, l'aide médicale à mourir au Québec? Donc, rappel rapide des critères. Il faut avoir 18 ans et plus. Il faut être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie. Il faut être apte à consentir aux soins. Je rappelle juste qu'au Québec, l'aide médicale à mourir, c'est conçu comme un soin de fin de vie dans le continuum des soins de fin de vie, dont font partie les soins palliatifs, la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir. Et donc, il faut être apte à consentir à ce soin-là. Il faut que la condition médicale, la situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible des capacités. Il faut être atteint, évidemment, d'une maladie grave et incurable ou d'une déficience physique grave. En parenthèse, je mets le handicap. Ça fait partie aussi des changements législatifs qui ont eu lieu en 2023, qui ont été applicables dans les mois qui ont suivi, pour un peu harmoniser là, avec la loi canadienne. Il y avait un certain décalage avant ça. Et il faut aussi éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables. Ça, c'est très important. C'est ce qui caractérise notre loi par rapport à d'autres lois où l'élément de souffrance n'est pas nécessairement quelque chose d'important, ou pas que c'est pas important, c'est que c'est pas un critère de la loi. Alors, mais au Québec, c'est vraiment quelque chose là, qui fait partie des critères. Et c'est pas des ou, hein, vous avez bien compris, c'est des et. Il faut avoir l'ensemble des critères pour être jugé admissible à l'administration d'aide médicale à mourir. Et il faut être évalué aussi par deux professionnels compétents. Ça fait partie de la démarche. Donc, c'est pas seulement un professionnel qui va décider, mais bien deux professionnels compétents qui vont juger que la personne rencontre l'ensemble des critères que je viens de vous énumérer. Rapidement, hein, parce que je pense qu'on pourrait faire juste une conférence sur ça. On compte environ dans le monde 17 autour de ça, là, juridictions à peu près là, qui ont légalisé une forme d'assistance à mourir, soit d'euthanasie ou de suicide assisté. Il y en a qui sont en débat actuellement. Je pense à la France, je pense à l'Angleterre, je pense à toutes sortes de pays d'Europe et ailleurs qui sont en réflexion actuellement. Alors, vous voyez là en rouge les pays qui ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté. En jaune, le Québec, hein, qui a légalisé l'euthanasie. D'autres pays également là, en bleu qui ont légalisé uniquement, par exemple, le suicide assisté. Pensons aux États-Unis, pensons à la Suisse. Bon, je passe pas plus de temps là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Là, je pourrais vous guider éventuellement. Maintenant, dans les chiffres, je pense que c'est intéressant de pouvoir se comparer, hein, parce que
quand on dit qu'on est la juridiction où il y en a le plus, ben évidemment, faut voir, on se compare à quoi, évidemment. Alors, donc dans le monde, les juridictions, c'est important de vous dire que les juridictions qui ont une loi sur le suicide assisté et non pas qui ont légalisé également l'euthanasie ont des taux moins élevés et une évolution plus lente. Je vais vous expliquer un petit peu le graphique là. Ben, peut-être tout de suite, je peux vous dire que si on regarde Washington, par exemple, en bleu, la Californie en noir, si on regarde la Suisse en jaune, on voit que c'est beaucoup horizontal hein, et ça monte lentement. Donc ça, ce sont des pays qui ont légalisé essentiellement le suicide assisté, donc l'auto-administration. Si on regarde Pays-Bas, Belgique, Canada, Québec, où on a légalisé aussi l'euthanasie, donc l'aide médicale à mourir au sens du Québec, on voit que les courbes sont un petit peu plus verticales qu'à l'horizontale. Donc, si on regarde le Québec en gris, hein, qui est une ligne très verticale comparativement aux autres, on regarde le Canada, hein, qui ont une espèce de brun, et on regarde les Pays-Bas aussi, hein, en gris pâle, qui a aussi une courbe assez ascendante. Ensuite, le taux d'AMM, ben, ce qu'on voit, c'est qu'on surpasse la moyenne nationale canadienne, puis je vais vous donner là, d'autres chiffres pour vous montrer ça. Excusez-moi, ça n'a pas... Bon, comme si j'arrive pas... Ah, OK. Donc, ça date quand même de 2022, mais quand même, ça montre une certaine, ça donne quand même une bonne vision de l'aide médicale à mourir au Canada. On voit qu'il y a des différences hein, entre les différentes provinces et les territoires. Une partie importante des aides médicales à mourir chaque année sont administrées en Colombie-Britannique et au Québec. Alors, si on voit au milieu, là, le pic à 6,6, mais je vous rappelle que c'est l'année 2022 dans le rapport de 2023 de Santé Canada qu'on a retrouvé ce graphique-là. On voit que le Québec, là, au milieu, avec son 6,6, à l'extrême droite, on voit la Colombie-Britannique avec son 5,5. Ce sont donc les juridictions, les provinces qui ont des taux les plus élevés au Canada. Les taux d'AMM, depuis 2020, ont augmenté de façon plus importante au Québec qu'ailleurs. Là aussi, là, je vais vous montrer d'autres chiffres qui illustrent cette progression-là. Alors, en 2024, donc le 6e rapport annuel de Santé Canada, donc le plus récent, montre que la plupart des cas d'aide médicale à mourir sont survenus au Québec, 36,4 en Ontario, 30 et Colombie-Britannique, 18,2 Ces trois provinces, ensemble, représentent près de 85 de tous les cas d'AMM au Canada. Et là, vous voyez le nombre en nombre absolu. Là, j'ai mis des petites flèches bleues et rouges si ça vous intéresse là, d'en savoir plus. Désolée si mes diapos sont chargés, c'est que je veux vous montrer les chiffres. Maintenant, aussi, encore une fois, au Canada, pour l'année 2024, le 6e rapport, 5,1 des personnes décédées au Canada ont reçu l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est le taux canadien, 5,1, qui est une légère augmentation par rapport à l'année 2023. 95,6 des cas d'aide médicale à mourir concernaient des personnes dont le décès était raisonnablement prévisible. Alors, pour ceux peut-être qui connaissent un petit peu moins, au Canada, on a, et au Québec aussi, on applique ceci, il y a deux voies, c'est-à-dire lorsque la mort naturelle est raisonnablement prévisible et lorsque la mort naturelle est non raisonnablement prévisible. Et il y a des mesures de sauvegarde qui sont différentes selon qu'on est dans la voie 1 ou dans la voie 2. Donc, par exemple, pour la voie 2, il y a un délai de 90 jours qui est requis avant d'administrer l'aide médicale à mourir. Si un des professionnels n'a pas de compétences dans la maladie dont est atteinte la personne, il faut consulter peut-être une troisième personne. Alors, je n'énumérerai pas toutes les mesures de sauvegarde, mais il faut savoir que donc, tout dépendant si la personne elle est dans la voie 1 ou dans la voie 2, il y aura des mesures de sauvegarde différentes. Mais il faut savoir donc qu'au Canada, c'est quand même un petit pourcentage seulement qui sont dans la voie 2, donc dans la mort naturelle non raisonnablement prévisible, puisque 95,6 sont dans la voie 1, donc une mort naturelle raisonnablement prévisible. Maintenant, les tendances. Hein? Si on regarde la croissance des chiffres au fil des années,
En 2024, alors que le nombre total de cas a augmenté, le taux de croissance annuel, lui, il a diminué. Alors, les chiffres continuent de monter, mais la croissance, elle est en déclin. Le taux de croissance du nombre total d'AMM est en baisse depuis 2019. Puis pour la voie 2, c'est aussi la même chose. Donc, on est passé de 33,3 à 17,1 Alors, là, je veux qu'on prenne ça vraiment, vraiment avec des pincettes. Puis ça aussi, c'est dit dans le rapport de Santé Canada. Euh, il est trop tôt pour conclure que c'est en train de se stabiliser ou que c'est en déclin. C'est juste une tendance qui est observée, donc c'est très factuel pour l'instant et aucune conclusion ne peut être tirée là, à partir de ça. Donc, je vous relate les chiffres, mais je ne fais aucune conclusion, tout comme Santé Canada n'en fait pas non plus. Alors, il faut être bien, bien clair sur ça. Maintenant, au Québec, regardons ce qui se passe. On observe une augmentation qui est constante aussi depuis 2016, bien que une croissance a commencé à être moins importante depuis 2022-2023. Donc là aussi, ça commence à ralentir un tout petit peu, c'est ce qu'on voit. Et je fais la même remarque pour ce qui est de Santé Canada. Trop tôt pour conclure à quelconque stabilité des chiffres à ce stade-ci. Ce n'est qu'une observation issue des chiffres sans pouvoir donner une orientation là, sur l'évolution actuelle. En 2025, le pourcentage de décès était à 7,9 hein? Tantôt, je vous disais, on était autour des 5, le taux canadien, le taux québécois, 7,9 Et le Québec est donc devenu la juridiction dans le monde où la proportion de décès par AMM est la plus élevée. Et bien, ça, c'est pas nouveau de cette année. Lors je pense que c'était en 2023-2024, on avait déjà atteint ce seuil-là plus élevé que dans les autres juridictions. Maintenant, ce qui est intéressant quand on regarde le Québec et ses diverses régions, on note qu'il y a une importante variabilité entre les différentes régions socio-sanitaires. Alors, si on regarde les flèches, la flèche rouge, qui est la Naudière, a le taux le plus élevé à 13,4 taux de décès par AMM. Ensuite, on a le Bas-Saint-Laurent et la Capitale-Nationale qui sont autour des 10, 10,6, 10,4. Alors, on voit très bien, si on regarde la région socio-sanitaire de Montréal, 0,6, on est à 4,7. Alors, on est à Montréal en deçà de la moyenne nationale. Alors, on voit là que les chiffres changent d'une région à l'autre et ça, c'est quand même fascinant parce qu'on ne sait pas pourquoi. On aimerait bien savoir pourquoi ce taux est différent d'une région à l'autre. Est-ce qu'il y a des particularités? Alors, bien évidemment, dans notre recherche, on va essayer de trouver certaines réponses ou certains facteurs explicatifs là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait nous guider pour mieux comprendre là, cette différente variabilité entre les régions. Bon. Maintenant, si je regarde les caractéristiques des personnes qui reçoivent l'aide médicale à mourir, par exemple l'âge, on voit que l'AMM est plus fréquente auprès des personnes de 70 à 90 ans, autant au Canada qu'au Québec. L'âge médian, là c'est la médiane pour le Canada, 77,9. L'âge moyen au Québec, 76 ans environ. Et 75% ont plus de 70 ans. Alors, vous voyez un peu les tableaux, là, vous pourrez les regarder peut-être à tête reposée. Je rendrai disponible la présentation. Maintenant, si on regarde le diagnostic, tant au Québec qu'au Canada, l'AMM est plus fréquente chez les personnes atteintes d'un cancer. Et ça, je vous dirais, c'est vraiment pas juste le Québec, c'est mondial. Dans la plupart des pays, ce qui arrive toujours en premier, c'est le cancer. Au Québec, la très grande majorité des personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir avaient un pronostic de survie ou étaient de moins d'1 an ou étaient considérées sur une trajectoire de fin de vie à un grand taux de 90 Au Canada, la grande majorité des personnes, je vous l'ai dit tantôt, étaient dans une voie 1, la mort naturelle raisonnablement prévisible, 95,6. Et au cours de l'année 24-25 au Québec, 0,4 des personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir avaient une déficience physique grave comme diagnostic principal. Donc, les changements de la loi de 2023, on commence à voir des chiffres et on voit là que c'est un pourcentage de 0,4
0,4% des personnes qui ont reçu l'AMM qui avaient une déficience physique comme diagnostic principal. Maintenant, la nature et le type de souffrance. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on voit que au Québec et au Canada, ça se ressemble en termes d'ordre et de principales euh, descriptions là, de souffrance. On voit que la perte de la capacité à participer à des activités significatives, c'est la souffrance la plus importante qui est rapportée, et la perte de la capacité à effectuer des activités quotidiennes qui arrive en deuxième place, autant au Canada qu'au Québec. Pour presque toutes les aides médicales à mourir, les praticiens ont signalé plus d'une souffrance, plus d'une source de souffrance. Alors, c'est très, très rare qu'on voit, exemple, juste douleur physique. On voit que c'est souvent accompagné d'autres dimensions. Donc, la souffrance, elle est autant psychique, physique, et les motifs là, et les descriptions sont assez variés. Maintenant, le lieu, hein, où est-ce que ça se passe, l'aide médicale à mourir? Au Québec, l'aide médicale à mourir est plus fréquemment administrée dans les hôpitaux, mais cette tendance, elle semble diminuer. On a 52% là, en 2024. Au Canada, c'est plutôt en résidence privée que ça se passe, mais la tendance semble aussi s'atténuer au profit d'autres lieux. Au Québec, il y a une légère augmentation de la proportion des aides médicales à mourir qui sont administrées en maison de soins palliatifs. Ça a passé de 6% à 10% récemment, et probablement qu'on peut voir ce changement-là puisque maintenant les maisons de soins palliatifs doivent offrir l'aide médicale à mourir. Ça fait aussi partie des changements législatifs là, qui ont eu lieu en 2023. Donc, voilà pour ça. Excusez-moi. Maintenant, ça m'amène à vous parler, maintenant que j'ai quand même esquissé un bon tableau, autant en chiffres pour le Québec et pour le Canada qu'un peu à l'international, de vous présenter la recherche que l'on fait pour mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir en contexte québécois. Donc, c'est issu de la demande de la ministre Bélanger qui souhaitait mieux comprendre ce qui se passait au Québec avec notre taux élevé. Alors, il y a eu un concours qui a été fait en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec. C'est une action concertée et notre équipe a soumis un projet. Notre équipe, qui est le consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir, sous le leadership de Isabelle Marcoux, Catherine Perron et moi. Nous sommes les leaders de ce grand groupe-là. Nous sommes 75 membres qui sont impliqués dans la recherche et dans la pratique. Il y a 46 chercheurs au Québec, au Canada et à l'international. Donc, on a impliqué des gens là, des autres juridictions pour pouvoir mieux comprendre et se comparer avec ce qui se fait ailleurs. On a des cliniciens qui proviennent de différents établissements québécois, des représentants d'organismes communautaires et évidemment toute une panoplie d'étudiants. Je dis 10 là, mais il y en a beaucoup parce que évidemment ça bouge là, les étudiants, plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat. Alors, voilà pour la présentation du CIRAM. Maintenant, je vais vous dire un peu quel est le programme hein, de recherche du CIRAM. Alors, je vous rappelle la question de recherche, hein? Mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir au Québec, comprendre quels sont les facteurs qui pourraient expliquer hein, l'évolution qu'on a connue au Québec. Alors, pour faire ça, on s'est dit, ben, ça va prendre évidemment plus qu'une méthode de recherche, on va devoir trianguler plusieurs méthodes de recherche pour nous permettre de comprendre ce phénomène-là qui est complexe. Alors, on a choisi de faire 4 méthodes transversales, donc des méthodes qui pourraient nourrir les différents aspects que l'on regarde. Donc, on regarde les caractéristiques personnelles des individus qui demandent de l'aide médicale à mourir, on regarde l'organisation des services, on regarde les aspects sociétaux, hein, quelle est l'acceptabilité sociale, par exemple, quels sont les facteurs qui peuvent, au niveau social, qui peuvent influencer. On regarde aussi les lois, les pratiques, les politiques publiques, qu'est-ce qui peut influencer ce recours à l'aide médicale à mourir. Donc, on a choisi 4 méthodologies qui vont regarder chacun de ces niveaux-là. Et dans ma prochaine diapo, vous allez voir, on va creuser chacun de ces niveaux-là avec des méthodes spécifiques. Donc, les caractéristiques personnelles, l'organisation des services, les aspects sociétaux et les lois. Alors, avec nos 4 méthodes transversales, on fait d'abord une revue de la portée. Donc, on regarde dans la littérature internationale, qu'est-ce qu'on dit sur les facteurs qui expliquent l'évolution du recours
à l'aide médicale à mourir ou à une forme d'assistance à mourir. Également, on a fait des entretiens avec des informateurs clés. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu des résultats préliminaires de ça. Les informateurs clés, ce sont des experts qui œuvrent dans le domaine de l'aide médicale à mourir, qui sont soit des gens, des chercheurs, que ce sont soit des cliniciens très, très impliqués qui ont beaucoup participé à l'aide médicale à mourir depuis le début. Ce sont des gens qui sont dans les organismes de régulation, les ordres professionnels, commissions de contrôle, par exemple, la commission des soins de fin de vie. Et ce sont des gens qui sont dans les juridictions que vous voyez, donc autant le Québec, le Canada, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis et l'Australie. Donc, on voulait avoir des informateurs clés de l'ensemble de ces juridictions-là pour essayer de mieux comprendre ce recours à l'aide médicale à mourir. On va faire aussi une enquête populationnelle où on va aller sonder la population dans ces différentes juridictions-là pour mieux comprendre l'acceptabilité sociale, la compréhension des soins de fin de vie, comprendre l'expérience des gens dans ces différentes juridictions. Et on mène actuellement des groupes de discussion avec des praticiens qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir, encore une fois, dans les juridictions que je vous ai décrites. Alors voilà, donc ce sont nos 4 méthodes transversales où on va chercher vraiment les différents niveaux dont je vous ai parlé, des caractéristiques personnelles jusqu'aux lois. Ensuite, pour vraiment obtenir d'autres perspectives sur les différents niveaux, on a des méthodes spécifiques. Alors, je vous les explique. Pour les caractéristiques personnelles, on fait des entretiens individuels avec des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. On fait aussi des études de cas triadiques. Alors, pour certaines personnes qui vont avoir fait des entretiens individuels, on va essayer de compléter avec une triade, c'est-à-dire on va impliquer le professionnel compétent qui accompagne la personne et un proche qui soutient cette personne-là là, dans sa demande pour avoir une perspective, une vision, là, finalement, de la demande, des motifs, le type de souffrance de cette personne-là, alors d'avoir une vision là, plus globale qu'uniquement la perspective de la personne elle-même. Alors, on croyait que c'était riche également. Et on fait une étude de dossier de personnes qui ont fait une demande. Donc, on va aller voir dans les dossiers médicaux qu'est-ce qui est rapporté comme type de souffrance, quelles sont les vulnérabilités qui sont identifiées, notamment par les professionnels. Donc, vraiment, on regarde là, dans ces méthodes spécifiques, les caractéristiques des personnes qui font des demandes. Ensuite, pour l'organisation des services, on fait une analyse documentaire. Donc, on a récolté à travers le Québec, dans les différents groupes interdisciplinaires de soutien qui se retrouvent dans les régions, un peu les documents qui encadrent la pratique dans les différentes régions du Québec pour essayer de voir, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait expliquer la variabilité? Donc, on essaye il va y avoir une analyse documentaire là, qui va être faite sur ces différents documents-là. Et on va faire également un système mapping. Donc, on va essayer de voir parmi les différentes données qui existent en termes démographiques, en termes de type de maladie, est-ce qu'il y a des choses qui permettraient aussi d'expliquer la variabilité entre les régions et la variabilité aussi dans l'organisation des services? Alors, dans ce volet-là, on est vraiment concentré sur ça. Maintenant, pour les facteurs sociétaux, les 2 méthodologies qu'on a retenues, une synthèse des textes médiatiques. Alors, on regarde dans la presse écrite comment c'est traité, l'aide médicale à mourir, comment c'est rapporté dans les médias au Québec. Et on va faire des forums communautaires. Donc, on va aller dans différentes régions du Québec à la rencontre des citoyens pour les faire parler justement sur l'aide médicale à mourir, leur perception, leur perspective autour de ça. Maintenant, on a également un volet sur les pratiques, lois et politiques publiques. Il y a en cours une analyse juridique comparée qui est faite par des juristes qui essaient de voir selon les différentes juridictions est-ce que notre loi elle est plus permissive, moins permissive. Donc, l'idée, c'est de se comparer avec les autres juridictions qui ont légalisé une forme d'assistance à mourir. Et ce qu'on va faire, et ça, c'est une méthode qui est quand même très intéressante, une synthèse réaliste. Alors, cette méthode-là, ce qu'elle va nous permettre, c'est de prendre l'ensemble des données qu'on va avoir récoltées et d'en faire une synthèse et produire peut-être un modèle explicatif du recours et de l'évolution de l'aide médicale à mourir. Donc, la synthèse réaliste va aller puiser dans l'ensemble des méthodologies que je vous ai présentées
pour essayer d'expliquer finalement le phénomène du recours et de voir quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cette évolution-là récente qu'on a connue. Je fais un petit ajout. Je pense que c'était un petit ajout aussi qui était demandé par le ministère. On voulait aussi que l'équipe se penche sur l'encadrement des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors, on a rajouté ce volet-là parce qu'on s'entend que pour l'instant, les demandes anticipées ne peuvent pas expliquer l'évolution, parce que c'est tout à fait récent. Ça a été encore dans les changements de 2023, mais c'est entré en vigueur seulement en 2024. Alors, on nous a quand même demandé de regarder l'encadrement des demandes. Alors, en cours, l'équipe de juristes fait aussi une comparaison internationale de l'encadrement juridique des demandes anticipées. Et il y a aussi en cours une synthèse systématique des méthodes mixtes. Donc, on regarde les barrières et les facilitateurs des demandes anticipées d'aide médicale à mourir dans les juridictions où ça se pratique. Donc, on est vraiment dans la littérature at large là, et dans la littérature grise également. Alors voilà, un gros programme quand même. On a on a du pain sur la planche. Peut-être pour vous signaler, on a 2 années de compléter environ dans notre recherche et il va nous rester donc une prochaine année pour vraiment rassembler, recueillir tous nos résultats et en faire quelque chose là d'intelligible, notamment à l'aide de notre synthèse réaliste là, qui va nous permettre vraiment de proposer quelque chose de cohérent autour de tout ça. Ben, je me permets de vous présenter quelques petits résultats très préliminaires. Puis encore une fois, là, je veux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes parce que c'est très préliminaire. Puis vous avez vu, on a 15 méthodes de recherche et là, je vous présente des résultats qualitatifs d'une seule méthode qui est les entretiens avec les informateurs clés. Alors, on tire pas de lien on peut pas faire de lien causal avec ce type de recherche. On parle plutôt de l'expérience de ces ce qu'ils nous ont révélé. Alors moi, je vais vous présenter un peu là, ce qu'ils nous ont dit, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce ne sont pas des grandes conclusions là, que je vous présente là. Alors, qui sont nos informateurs clés? On a fait une cinquantaine d'entrevues. Au total, on a rencontré plus de 60 personnes parce que parfois dans les entrevues, il y avait 2 ou 3 personnes. Ça s'est fait par Teams. Les gens au préalable remplissaient un questionnaire pour se préparer à l'entrevue. Les informateurs clés, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, ce sont des coordonnateurs de groupes interdisciplinaires de soutien, de membres d'organismes régulateurs, des experts académiques ou autres dans l'aide médicale à mourir, et ils proviennent de différentes juridictions que je vous ai présentées tantôt, Canada, Belgique, Suisse, Pays-Bas, une surreprésentation évidemment du Québec là, dans notre échantillon. Alors voilà pour ça. Voici là, la répartition des participants par juridiction. On a à peu près 2 répondants pour les autres juridictions, Suisse, Australie, Belgique, États-Unis, Pays-Bas. On en a 5 du Canada. Le reste, ce sont des gens du Québec. Comme je vous disais, on est surreprésentés. Parmi les rôles, là, on voit les gens sont soit la plupart des gens sont dans une structure de soutien comme le groupe interdisciplinaire de soutien. 14 sont des experts, 15 des prestataires et 7 sont des personnes d'une instance régulatrice. Et sachez que ces rôles-là peuvent être cumulatifs. Là. C'est pas, si on est un expert, on peut être aussi un prestataire, donc c'est pas mutuellement exclusif. Alors, je vais y aller par question. En fait, je vous provoque un peu quand je pose des questions comme celle-là. Là. C'est plus une défaite pour vous présenter un peu ce que nous ont dit nos informateurs clés. Donc, est-ce que le fait d'être pauvre et moins éduqué est un facteur qui augmente les chances de demander l'aide médicale à mourir? Alors, évidemment, ça sera pas oui/non. Je vais vous montrer plutôt ce que nous ont dit les informateurs clés sur les caractéristiques personnel des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. Alors, encore une fois, du qualitatif, pas de grandes conclusions, des résultats préliminaires. Alors, ils nous ont dit, nous, ce qu'on voit, ce sont des gens qui veulent être en contrôle de la situation. Ce sont des gens déterminés, ils veulent de l'autonomie, ils veulent du contrôle. Le profil type que les gens nous ont décrit, ce sont des caucasiens non religieux, éduqués pour la plupart, niveau socio-économique élevé. Encore une fois, là, le contrôle, l'autonomie, c'est quelque chose de central chez ces personnes-là. Plusieurs vont parler de leur souffrance et des impacts vécus de cette souffrance-là, tant sur le plan psychique, physique, relationnel, même anticipé. Certains ne veulent pas se voir dépérir.
en ce qui concerne le type de maladie, ben, ce qu'on voit, c'est évidemment cancer. Et je vous dirais que même nos experts internationaux nous ont dit que les taux relatifs d'AMM par type de maladie est assez similaire dans le monde. Alors, c'est un peu ce que nous ont dit nos informateurs clés, c'est ce qui ressort. Mais encore une fois, c'est pas des absolus, c'est vraiment à partir de l'expérience de ces informateurs clés. Autre question. Et là, celle-là est plus corsée. Est-ce que le fait que le système de santé du Québec a de nombreux délais pour obtenir des services explique pourquoi les personnes se tournent vers l'AMM? On entend beaucoup ça, hein? Évidemment, je vous donne pas de réponse oui/non et je vous parle uniquement de ce que nous ont dit les informateurs clés en termes d'expérience. Ce qu'ils nous ont dit, c'est les délais, l'accessibilité et la qualité des soins, c'est jamais le motif principal d'une personne qui va faire une demande. Souvent, euh, les délais, en fait, il faut savoir qu'au Québec, le délai d'accès pour l'aide médicale à mourir, il est très rapide, hein. Donc oui, effectivement, les gens nous disent, on s'est organisé pour que ça fonctionne. Euh, il y a quand même une pression. Les gens nous parlent de la pression qu'il y a sur le système parce que la demande, elle est là et le système doit y répondre. Alors, les différents groupes interdisciplinaires de soutien dans les établissements se sont organisés pour que ça fonctionne et que les gens aient accès. Euh, Maintenant, les gens nous ont parlé qu'il y a une très bonne, ce qui nous distingue peut-être par rapport à d'autres juridictions, c'est qu'on a une très bonne intégration dans notre système de santé. Alors, comme c'est un soin, c'est intégré, les gens ont accès à l'information, donc ça fait en sorte que plus les gens sont informés, ben plus l'usage va en découler. Alors, c'est ce que les gens nous disent. Par rapport aux prestataires à haut volume, alors ce qu'on a appelé les prestataires à haut volume, ce sont les gens qui pratiquent plusieurs aides médicales à mourir. Et là, on était un peu curieux de savoir c'est combien ça, beaucoup, hein? Je pense que on aurait peut-être autant de réponses que de nombre de personnes qui assistent à la conférence aujourd'hui. Alors, ce que nous ont dit nos prestataires, ils nous ont dit entre 3 et 120. Hein, pour les prestataires à haut volume. La moyenne 38, la médiane 30. Alors, est-ce que la présence de prestataires à haut volume a une influence? Ce que les gens nous disent, c'est, étant donné la pression sur le système, ces prestataires à haut volume nous aident à avoir une meilleure fluidité. Sans eux, probablement qu'il y aurait des listes d'attente dans bien des cas. Alors, les prestataires à haut volume aident à la fluidité, à l'accessibilité, mais évidemment, c'est pas eux qui créent la demande, hein. Donc, c'est une réponse à la demande. C'est ce que nous disent nos informateurs clés. Euh, Est-ce que le fait que les établissements maintenant ne peuvent pas exclure l'aide médicale à mourir a une influence aussi? Donc, certaines personnes ont énoncé cet élément-là. Et on nous a dit, ben, au Québec, il y a une robustesse, hein, des déclarations. C'est à peu près impossible de ne pas déclarer une aide médicale à mourir. Alors, les gens nous ont dit ça pour la plupart, alors que dans d'autres juridictions, c'est peut-être un peu moins robuste la manière dont on compte les chiffres et certains disent, ben, peut-être c'est ce qui fait que on en a plus au Québec parce qu'on les compte peut-être de manière plus rigoureuse. Alors, ben, comme je vous dis, c'est ce qui a été énoncé par les informateurs clés. Maintenant, est-ce que le déclin de la religion au Québec est un facteur expliquant le retour à l'aide médicale à mourir? Alors, que nous disent nos informateurs clés sur les aspects sociétaux? Ben, évidemment, plusieurs nous ont dit, ben, le Québec, hein, il y a eu vraiment un relâchement ou un détachement, hein, de la religion. Ça explique peut-être, hein, qu'on est devenu une société beaucoup plus séculière. Oh, pardon, je retourne. Ce qui explique peut-être là, que ce détachement de la religion a peut-être un effet. Également, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est la peur d'être un fardeau, la peur d'aller en CHSLD et la volonté de mourir à domicile. Ça serait quelque chose qui serait véhiculé dans notre société comme étant important. On nous a parlé aussi de la démographie, hein, le fait que la population est vieillissante. Ça fait peut-être en sorte aussi que les chiffres, vous avez vu, hein, dans mes chiffres au départ, on dit que la population qui reçoit
l'aide médicale à mourir est plus âgée. Donc, le fait que la population vieillit fait peut-être en sorte que les chiffres peuvent monter aussi. Et aussi l'effet générationnel. On nous a dit c'est beaucoup aussi peut-être associé à la génération des baby boomers. Euh, on nous a parlé aussi de la couverture médiatique au Canada et au Québec. Certains disent qu'au Québec, la couverture médiatique serait peut-être plus positive qu'ailleurs. Au Canada, on entend beaucoup des histoires qui sont peut-être moins favorables à l'aide médicale à mourir. Alors, ça, est-ce que ça aurait peut-être une influence? Ça a été nommé par nos informateurs clés. Aussi, les informateurs clés nous ont dit, l'AMM, ça répond à un besoin d'autonomie et de contrôle. Hein. Quand je vous parlais tantôt des caractéristiques personnelles, c'est quelque chose qui est ressorti. Un besoin de mourir à la maison, un besoin de mourir en dignité. Alors, c'est quelque chose aussi là, qui a été nommé. Et on a beaucoup parlé aussi de l'acceptabilité sociale. Comme quoi, au Québec, l'acceptabilité sociale, elle est très forte. Et il y a une certaine forme de normalisation de l'AMM. Ça se retrouve dans nos émissions de télé maintenant. Il y a un phénomène de proximité. Hein. La plupart des gens maintenant connaissent quelqu'un hein, qui a reçu l'aide médicale à mourir. Les gens ont une expérience positive hein, de leurs proches qui ont reçu l'aide médicale à mourir dans bien des cas et veulent par la suite l'aide médicale à mourir pour eux-mêmes. Alors, on a entendu ça, une espèce de proximité qui fait en sorte que ça démystifie et qu'ensuite les gens choisissent ça pour eux-mêmes. Et également, le fait d'avoir une disponibilité de l'information sur les soins de fin de vie, le fait que ça soit intégré, hein, je le disais tantôt dans notre système, ben ça fait que c'est plus utilisé, évidemment. Si c'est plus connu, si quelque chose qu'on connaît pas, on peut pas l'utiliser, mais si c'est connu, su et que les gens ont l'information, ben évidemment, le recours risque d'être davantage augmenté. Alors, les informateurs clés nous ont rapporté là, ces éléments-là. Encore une fois, aucun lien causal, hein, vous me suivez. On prend tout ça avec des pincettes. C'est l'expérience de ces informateurs clés. Est-ce que le fait d'avoir eu des débats dans notre société a changé notre vision de l'aide médicale à mourir? Alors ça, c'est quand même intéressant. Surtout nos informateurs clés de l'extérieur, de l'international, ils nous ont dit, le Québec, vous vous distinguez par rapport aux autres juridictions sur cet élément-là. Vous avez eu la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. On a beaucoup entendu les débats transpartisans à l'Assemblée nationale. Bon, on a entendu beaucoup ces choses-là. Ceci ferait en sorte que non seulement on en a entendu beaucoup parler, mais le processus démocratique, finalement, qui a précédé l'adoption de notre loi, aurait eu un impact peut-être dans la manière dont la société perçoit l'aide médicale à mourir. Si je prends l'exemple du Canada, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Hein. Au Canada, on a vu des cas qui sont allés dans les tribunaux, qui ont monté jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême a dit, Canada, vous devez changer votre code criminel et vous devez légiférer en la matière. Hein. On parle pas ici d'un débat démocratique comme ça a été vécu au Québec. Alors ça a été très, très rapporté là, par nos informateurs clés comme un élément vraiment marquant pour le Québec. Maintenant, pour les lois, les politiques, ben, il y a beaucoup de choses là, que j'ai déjà abordées. On nous dit que l'encadrement au Québec, il serait relativement bon, que les dérives sont plutôt marginales. Ben, évidemment que le mode d'administration fait une différence. Je vous l'ai montré déjà aussi un petit peu le fait que dans les juridictions où le mode d'administration il est par un professionnel, ben et les chiffres sont plus élevés. L'interprétation des critères, évidemment, il y a une variabilité. Hein, on nous a beaucoup rapporté de variabilité sur les critères, mais que ce serait pas quelque chose de central, encore une fois, qui permettrait d'expliquer le nombre. Selon, encore une fois, les informateurs clés. Qu'est-ce qu'il y aurait pas? Ah oui, une chose intéressante, il y a eu des débats hein, parmi nos informateurs est-ce que le fait d'aborder l'aide médicale à mourir versus d'attendre que le patient nous en parle, est-ce que ça fait une différence? Dans certaines juridictions, je pense à l'Australie, en particulier, je pense à Victoria, il faut attendre que la personne nous en parle et le professionnel ne peut pas l'aborder. Le choix des mots, les gens nous ont dit, il y a peut-être quelque chose là à regarder plus en profondeur, mais encore une fois, on n'est pas dans des conclusions, là, c'est plutôt des éléments qui ont été relevés là, par nos informateurs. Ça m'amènerait maintenant
aux demandes anticipées, parce que là, je vous ai fait un petit survol de nos résultats préliminaires. Je peux peut-être dire, ajouter à ça, j'ai pas fait de diapo sur ça, notre analyse des médias, hein, l'équipe qui s'occupe de faire l'analyse des médias nous rapporte à date effectivement que dans les médias au Québec, il y aurait une couverture plus favorable. On rapporte des histoires inspirantes, des choses comme ça, ce qui fait peut-être une différence. Alors, on a là aussi des résultats très préliminaires. Et du côté de nos juristes, ils nous disent, à date, il n'y a rien qui leur permette de conclure à une plus grande permissivité au Québec que dans les autres juridictions. Alors, pour l'instant, on en est là. C'est très préliminaire aussi, mais je le mentionne au passage. Alors, ça m'amène aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir, hein, qui est quand même quelque chose de relativement nouveau au Québec. Alors, ben, je voulais remercier au passage Mathieu Moreau qui a proposé ce graphique que je réutilise à souhait, qui nous explique bien le processus, là, pour ceux qui connaissent un peu moins ce processus des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors, je vais appeler ça les DAM parfois, hein, c'est l'acronyme qui est parfois utilisé. Alors, donc, évidemment, une demande anticipée, ça démarre avec un diagnostic. Donc, une personne qui n'a pas de diagnostic d'une maladie qui mène à une inaptitude. Évidemment, ça a été pensé pour les démences essentiellement, mais il y a d'autres maladies aussi qui peuvent se qualifier, mais j'entrerai pas dans ce détail-là. Donc, il faut avoir un diagnostic d'une maladie grave et incurable qui mène à l'inaptitude, sans quoi on ne peut pas faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Donc, une fois qu'on a ce diagnostic, on se doit d'être accompagné par un professionnel compétent pour formuler. Donc là, je vous amène à le deuxième cercle, la formulation de la demande anticipée. Donc, en quoi ça consiste? On est accompagné par un professionnel compétent et on va formuler les manifestations cliniques qui permettraient une fois rencontrés, vont vouloir dire que l'on consent à recevoir l'aide médicale à mourir. Mais il y a beaucoup d'autres choses autour de ça, là. Mais lors de la formulation, on va exprimer à notre professionnel compétent ces manifestations cliniques liées à la maladie. Hein. Si on pense à une démence, on va entendre, ben, par exemple, lorsque je serai incontinente, lorsque je ne pourrai plus m'alimenter moi-même. Évidemment, il faut que ça soit plus détaillé que ça. Et le rôle du professionnel compétent, c'est de traduire ça en données médicales observables, c'est-à-dire comment on va pouvoir observer ça en tant que clinicien une fois que la maladie aura évolué et une fois que la personne sera devenue inapte. Alors, la formulation, il y a un formulaire qui est prescrit et qui doit être versé dans un registre à la Régie d'assurance maladie du Québec. Il y a des signatures de témoins, j'entre pas dans ces détails-là. Et donc, les formulations, ce que ça permet, c'est que le jour où la personne sera devenue inapte, et là, je vais au rond du milieu, une fois que la personne sera devenue inapte et qu'elle aura rencontré les manifestations cliniques qui ont été colligées dans sa demande, ben, il pourra y avoir une activation de cette demande-là, donc une évaluation et une éventuelle administration si la personne, elle est admissible et qu'elle rencontre les critères. Donc, c'est soit inaptitude, manifestation clinique ou inaptitude et souffrance. Si la personne elle est inapte et elle est souffrante, c'est une autre raison de lever le drapeau et de demander une évaluation. Alors, pour ce qui est, lorsqu'évidemment on fait notre demande anticipée, il faut être majeur, il faut être apte à consentir, assuré, puis il faut avoir la maladie grave incurable qui mène à l'inaptitude. Une fois qu'on est devenu inapte, ça va être soit notre tiers de confiance ou un professionnel de la santé qui va avoir constaté l'inaptitude et les manifestations cliniques et l'inaptitude ou la souffrance. Et là, on va enclencher le processus d'évaluation. Alors, l'évaluation, il va y avoir deux professionnels compétents qui vont évaluer la personne en fonction des critères. On va regarder si la personne a les manifestations cliniques qu'elle a décrites dans sa demande anticipée. On va évaluer aussi la souffrance et la souffrance, elle doit être contemporaine et observable. Hein. Et si tous les critères sont remplis, ben le professionnel compétent pourra procéder à l'administration de l'aide médicale à mourir. Deux professionnels compétents auront dû évaluer là, au préalable. Et ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que
entre la formulation et une éventuelle administration, on ne sait pas combien d'années, combien de mois vont s'être écoulés. Ce qu'on ne sait pas, c'est probablement que ça ne sera pas le même professionnel compétent, étant donné le temps qui passe. Il y a des possibilités que ça soit pas la même personne qui procède à la formulation, qui procède à l'administration. Donc, voilà, c'est un processus qui, quand même, euh, comporte plusieurs étapes là, importantes et il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Les tiers de confiance, comme je vous dis, agissent surtout lors de l'activation de la demande, mais très souvent, ce sont des proches, alors ils vont aussi être présents lors de l'administration. Donc, il y a quand même une implication vraiment importante là, de l'entourage aussi de la personne. Il faut savoir que dès le début de la démarche, la personne va être informée que c'est pas parce qu'elle fait une demande anticipée qu'elle va recevoir l'aide médicale à mourir. Hein? Ça se pourrait très bien que les critères ne soient pas rencontrés et qu'elle ne soit pas admissible. Donc, ça, c'est quelque chose là, de très important aussi à souligner. Maintenant, dans notre recherche, on a, je vous parlais tantôt des informateurs clés. On avait une petite portion hein, qui porte sur les demandes anticipées. On a posé des questions à nos informateurs clés, puis voici un peu quelques thèmes là, qui sont ressortis. Ben, évidemment, les gens considéraient qu'il y avait une arrivée assez rapide hein, des demandes anticipées dans notre réseau et les gens se questionnaient sur la préparation et la capacité du réseau à réagir à cette nouvelle chose-là. Parce qu'au départ, hein, on ne savait pas est-ce que c'était pour être un tsunami de demandes ou plutôt quelques demandes ici et là, puis qu'on pourrait s'adapter. Alors, il y avait quand même une anticipation là, de cette nouvelle chose. Aussi, les gens nous parlent de la complexité qui est appréhendée dans l'accompagnement des personnes. Hein? La partie formulation, comment ça se passe, comment démystifier les manifestations cliniques, comment soutenir les patients qui font des demandes dans cet accompagnement-là. Alors là aussi, on voyait une certaine forme de complexité et aussi une complexité appréhendée dans l'accompagnement des proches qui sont vraiment importants là, dans cette démarche-là. Alors, ce sont des choses qui ont été dites là, par nos informateurs clés. En plus de ça, je fais une recherche pour comprendre les motifs et les enjeux liés aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors, c'est une recherche où on va rencontrer des personnes qui ont formulé des demandes, leurs tiers de confiance et des professionnels compétents. Alors, on essayait de recréer des triades, mais on a vu que c'était très difficile de créer des triades. Je vais vous présenter quelques petits résultats préliminaires là, de cette recherche-là. Alors, ça, c'est l'équipe de recherche que je remercie au passage qui font partie là, de l'équipe sur ce sujet-là. Alors, notre échantillonnage, notre objectif, hein, c'était de recruter 30 personnes, donc 10 triades, donc une personne qui formule une demande, un tiers de confiance et le professionnel compétent qui l'accompagne. Notre collecte de données se fait par entretien semi-dirigé, en virtuel ou en présence, et on fait une analyse thématique des entretiens là, semi-dirigés. Résultat, à date, nous avons 15 entrevues qui sont effectuées. Les P, c'est pour les patients ou personnes qui ont formulé une demande. On en a 3 à date. Je vous dirais que c'est un défi colossal. Pourquoi? C'est que très souvent, on va avoir un médecin qui va vouloir participer à la recherche ou une IPS. Puis là, on va leur dire, est-ce que vous avez des personnes à nous référer? Puis très souvent, ils vont nous dire, ben, cette personne-là n'est plus inapte maintenant. Hein. J'ai formulé la demande, mais la personne a perdu son aptitude. Ou si, par exemple, c'est un tiers de confiance qui nous contacte, ben, le tiers de confiance, dans certains cas, va nous avoir dit, ben finalement, la personne souffrait tellement qu'elle a demandé l'AMM contemporaine. Donc, la personne n'a pas poursuivi avec sa demande anticipée, a choisi d'aller vers une AMM contemporaine. Alors, on a beaucoup de difficultés à recruter des personnes qui ont formulé une demande pour des contraintes comme celles que je viens de vous expliquer. Alors, on a des tiers de confiance, on en a 5 et on a recruté pour l'instant 8 professionnels compétents, une IPS et 7 médecins. Donc, très, très préliminaire, encore une fois, quelques petits résultats. Les personnes qui ont formulé une demande, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ben, que ce sont des souffrances psychologiques futures, c'est toute l'incertitude hein, qui s'en vient face à leur déclin, leur propre perte d'autonomie. Puis là, je vous ai mis un petit extrait, moi, que je trouve assez fort.
C'est pas la mort qui fait peur, c'est la démence. Donc, c'est une personne qui nous a dit ça. Ils ont beaucoup, beaucoup de crainte de perdre leur qualité de vie. Et aussi, ils s'en font beaucoup pour la souffrance de leurs proches parce qu'ils savent qu'ils vont être dépendants d'eux. Et ça, c'est une source de souffrance pour ces personnes-là. Et de formuler une demande, ils nous disent qu'il y a un effet libérateur qui est lié à la formulation de la demande. Maintenant, pour les professionnels compétents, pour eux, c'est un devoir d'aider ces personnes-là. C'est vu aussi comme un privilège et une grande responsabilité. On peut s'imaginer. Euh, Voici un extrait. J'étais contente qu'ils me fassent confiance. Je trouvais que c'était un privilège de faire partie de cette démarche-là avec la famille. J'avais le sentiment de vouloir le faire correctement pour ma première fois. J'étais stressée, hein. Je voulais pas manquer quelque chose. Je voulais pouvoir expliquer comme il faut. Puis j'avais peur de pas être comprise. Parce que là, il faut savoir qu'on est au tout début, hein. Donc, il y a beaucoup de professionnels compétents pour qui c'était une première, hein, un premier accompagnement. Alors, il y a beaucoup de gens même qui ont voulu participer à la recherche pour se dire, ben, comment font les autres aussi, hein? Donc, il y avait comme un effet d'intérêt aussi pour voir comment ça se passe pour les autres médecins. Il semble qu'ils ont un rôle d'éducation et d'accompagnement. Certains nous ont dit, est-ce que c'est vraiment un professionnel compétent qui devrait faire cet accompagnement-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres professionnels qui pourraient jouer ce rôle-là, par exemple, des gens en travail social? Donc, est-ce que c'est obligé que ce soit un professionnel compétent? Donc, les gens nous ont soulevé cet aspect-là. Il y a aussi la connaissance de la famille, hein. Si on connaît la famille, c'est peut-être un peu plus facile de s'engager dans de ce processus-là. Quand on les connaît pas, ben là, il y a tout un travail d'apprivoisement de cette famille-là, de la volonté de la personne et de ses proches. Alors, c'est un travail qui est quand même assez colossal. Et les tiers de confiance, ils nous ont beaucoup manifesté que c'est un rôle qui est très proche de la proche aidance, hein. Ils se sentent vraiment responsables en soutien. Ils se sentent les gardiens, hein, de la demande anticipée. On leur a aussi, ils savent qu'ils vont jouer un rôle, hein, dans l'évaluation de la souffrance de leurs proches et dans la décision de l'activation, ce qui est absolument pas banal. Donc, c'est un rôle quand même clé et très fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qu'on a rencontrés dans notre recherche, ils avaient eu pour la plupart une expérience positive avec l'aide médicale à mourir, soit un proche, hein. Tantôt, je vous parlais de l'effet de proximité. Ils nous ont parlé de deux moments clés, hein, des demandes anticipées, la formulation et la rédaction. Les gens nous disent que c'est un processus qui est variable en termes de rendez-vous, hein. Des fois, c'est un rendez-vous, trois, quatre, tout dépendant, comment la famille est préparée, comment le médecin a de l'expérience ou pas dans ce processus-là. Il y a, pour ce qui est des critères, il y a une certaine complexité, hein. On veut être objectif, mais en même temps, on veut laisser place à des éléments plus qualitatifs. On veut être clair, on veut être précis parce qu'on veut que la demande puisse un jour être réalisable. Alors, il y a tout cet enjeu-là. Certaines familles nous ont dit être vraiment au dépourvu, ne savant pas où prendre ça, ont eu recours à l'intelligence artificielle pour les aider à développer des manifestations cliniques liées à la maladie. Alors, il y a le soutien et il y a une demande là, pour avoir un soutien pour cette élaboration-là. Certaines barrières ont été formulées. Quand c'est la première fois qu'on fait ça, évidemment, c'est plus difficile. Contrainte de temps, hein, ça, il y a beaucoup de professionnels qui nous l'ont dit. C'est un processus qui est lourd. Il y a même certains professionnels qui ont refusé de participer à notre étude parce qu'ils considèrent que c'est déjà très chronophage de faire des demandes anticipées et qu'ils n'ont pas de temps pour en plus participer à une recherche. Alors, vous voyez un peu, là, il y a un élément de temps. Difficile parfois d'accéder à l'information. Et on leur a aussi évidemment parlé, ils nous ont parlé de l'activation de la demande. On voulait savoir est-ce qu'il y a des préoccupations. Donc, il y a une certaine ambivalence émotionnelle chez les tiers et certains professionnels, mais les gens nous disent on veut respecter les volontés des personnes qui ont formulé des demandes. Il semble qu'ils ont un poids moral, hein, en lien avec cette décision-là. Ils souhaitent vraiment pouvoir être, tantôt comme je disais, les gardiens, hein, de la demande anticipée. Ils nous ont aussi parlé des signes de refus au moment de l'administration. Par exemple, est-ce que ça va être un refus catégorique de l'INAP ou un refus lié au comportement? Donc, les gens nous ont dit, ben, c'est difficile pour nous, hein, de s'imaginer à ce moment-là, mais d'emblée, ce qui nous apparaît la chose la plus logique à faire, c'est d'être dans le respect de ce que la personne nous a dit.
Alors, les gens, pour l'instant, se sentent, euh, malgré l'ambivalence, se sentent gardiens d'aller jusqu'au bout. Mais le jour J, les gens nous disent, on ne sait pas comment on va se sentir, puis on ne sait pas comment notre proche va réagir également. Alors, il y a toute une incertitude là, autour de ce moment-là. Alors voilà un peu pour les résultats très préliminaires hein, de nos. On n'a pas fini les entrevues. On aimerait avoir encore euh, au moins 5, 6 autres personnes là, qui pourraient participer à notre recherche d'ici la fin. Et ben j'ai mis là, le guide du gouvernement du Québec pour ça. Et ben ça m'amènerait à la conclusion puis à la période d'échange si vous le voulez bien. Je pense que j'ai fait 1 heure. Alors voici. C'est Voilà. parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Ève, pour toute cette présentation extrêmement chargée, mais tellement intéressante.